Alors aujourd'hui, il nous fait plaisir de accueillir Madame Maryse Potvin, qui est politologue, pardon, et sociologue de formation, Madame Potvin est professeure titulaire en sociologie des rapports ethniques en éducation à l'Université du Québec à Montréal. Elle est co-titulaire de la chaire de recherche France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression, Colibex. Elle est fondatrice en 2013 du Réseau international d'éducation et diversité de l'Observatoire Formation, Diversité et Équité. Elle est aussi membre de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent et de l'équipe recherche et action sur les polarisations sociales. Elle a contribué à de nombreuses publications et plusieurs ouvrages. Donc, elle est auteure et co-auteure de nombreuses publications et ouvrages. Alors, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter Madame Maryse Potvin. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter seulement le plan sur PowerPoint. Étant donné qu'il y a beaucoup de textes, j'ai décidé de faire en sorte que l'attention soit focalisée davantage sur ce que je dis et non pas sur le texte qui sera présenté. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le plan rapidement. Je ne sais pas si c'est visible complètement pour tout le monde. Je vais discuter d'abord en quoi les institutions du savoir et les enjeux de liberté académique, pédagogique sont essentiels dans les démocraties constitutionnelles et articulent un ensemble de droits qui sont donc très, très interreliés. Et je vais montrer comment le contexte actuel de post-vérité, les enjeux de désinformation, montée de l'autoritarisme dans différents pays, notamment aux États-Unis, et différentes menaces idéologiques, mais aussi sur les réseaux sociaux. Hein, on le voit, il y a des mécanismes médiatiques qui portent atteinte aux droits et qui remettent en question donc les droits et libertés qui sont articulés à la liberté académique, notamment. L'importance aussi de la formation des enseignants et des jeunes, évidemment, donc comment susciter le développement de l'esprit critique dans ce contexte-là chez les jeunes pour contrer à la fois la désinformation, le complotisme, mais aussi contrer comme citoyen la montée de l'autoritarisme, les ingérences politiques, les pressions idéologiques et toute la propagande anti-scientifique qu'on voit se multiplier sur les réseaux sociaux. Donc, je vais donner quelques exemples de ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, puisqu'on fait des cartographies des différentes affaires qui ont eu lieu aux États-Unis, au Canada, en France notamment, mais surtout au Canada pour l'instant. Et malgré la différence de contexte qui est beaucoup plus, qui est moins systémique qu'aux États-Unis là, dans les transformations et les menaces qu'on peut connaître. On va articuler, je vais montrer aussi comment l'articulation est nécessaire en matière d'éducation au droit et d'éducation à la citoyenneté avec l'éducation aux médias et de rappeler aussi dans les milieux scolaires, mais aussi auprès des enseignants, les principes scientifiques fondamentaux, les principes éthiques notamment, et qui sont étroitement liés aux enjeux de citoyenneté, comme je vais le montrer au départ. Donc, l'importance de parler de ça en formation des maîtres. Moi, j'ai des éléments que je vais présenter dans mes cours de sociologie de premier ou deuxième cycle que j'ai introduit récemment dans les derniers mois, et ça s'appuie sur des publications en cours, des publications antérieures et en cours, pardon, dont des publications récentes comme le livre Polémique publique, médias et radicalité discursive, mais aussi des publications plus axées sur la formation des enseignants dans recherche en éducation qui vont paraître, et des publications avec Pierre Bosset, notamment, qui est juriste, sur les menaces envers la liberté académique autour des enjeux de désinformation, de propagande, de théorie du complot dans la revue Éthique publique et d'autres publications antérieures sur les limites à la liberté d'expression, le discours haineux notamment et les théories du complot, etc. Je vais m'arrêter ici pour le partage d'écran, comme je le disais. Je voulais simplement vous présenter donc ces éléments-là. Euh, pourquoi les institutions du savoir sont si importantes en démocratie? Quand on parle des institutions du savoir, là, puis
on regarde l'ensemble des textes de l'UNESCO, etc., ben, c'est autant l'école, le cégep au Québec, l'université, que les médias d'information, les musées, les bibliothèques, qui constituent des composantes essentielles parce qu'elles jouent un rôle fondamental soit dans le développement de la science, mais aussi dans l'accès au savoir, à l'information, à leur diffusion, les savoirs scientifiques en particulier. Et ces savoirs-là, évidemment, ce développement, c'est pour faire face aux différents problèmes qui affectent la planète, que ce soit les pandémies, les changements climatiques, etc., les enjeux de santé, on l'a vu donc au moment de la pandémie. Et ces institutions garantissent finalement un ensemble de droits, donc le droit à l'éducation, premièrement, la liberté d'expression, étroitement liée aussi à la liberté académique et scientifique, condition du développement de la science, et le droit à l'information. Et je vais montrer leur articulation progressivement au cours de ma présentation. En rappel, évidemment, l'université, vous le savez tous, produit, transfère, conserve, mais aussi critique des savoirs, et la liberté académique, c'est la condition préalable à la production scientifique elle-même qui est soumise à la critique, notamment par les pairs. Donc, la mission des chercheurs, c'est de se faire critiquer, mais c'est aussi de critiquer la société, d'avoir un regard donc sur l'analyse publique, avoir des analyses publiques et pouvoir user de la controverse dans leur domaine d'expertise. Et ça fait partie de leur fonction, donc éclairer le débat public, vulgariser, critiquer par des interventions médiatiques. Donc, cette liberté expressive est une composante essentielle de la liberté académique, qui est bordée aussi par l'éthique scientifique et le droit commun. Donc, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi non plus dans le milieu scientifique. Ça doit être relié directement à des champs d'expertise ou des domaines d'expertise. La science est aussi un régime de vérité, un ensemble d'énoncés qui présentent, au-delà de la diversité des objets ou des auteurs, des points communs qui constituent des savoirs à un moment donné de l'histoire. Alors, je reprends Kuhn, Foucault, évidemment, qui ont beaucoup travaillé sur cette démarche scientifique, hein, l'épistémologie des sciences, etc. Et comment ce régime de vérité donne des repères communs pour adopter notamment des actions publiques, des normes, et ça vise le débat public et ça vise le bien public aussi. Et donc, les méthodes scientifiques, avec ces cadres, ces préceptes, pour accéder à une vérité scientifique, reposent sur des protocoles, des hypothèses, des discussions de résultats, de l'arbitrage, etc. Ça, c'est l'effet cumulatif, on le sait, de la convergence des experts qui, par consensus, vont accepter temporairement un régime des savoirs situés dans le temps. Et donc, c'est un régime toujours en construction, un pluralisme de vérité avec des savoirs situés. Donc, ce pluralisme de vérité établit un espace de discussion, de controverse entre différentes vérités qui peuvent coexister par ailleurs. Et cette diversité, c'est une force, en fait, de l'entreprise scientifique avec ses principes fondamentaux qui unissent tous les scientifiques, la preuve, l'indépendance, la méthode et l'inclusion. Ça repose sur un ensemble de libertés. Et là, je vais y aller le plus rapidement possible pour brosser large. Au Canada, ces différentes libertés, la liberté académique en particulier, relèvent évidemment de tous les traités et pactes internationaux et du soft law international qui ne protègent pas de façon explicite, mais par interprétation juridique, il y a une extension donc de ces traités et pactes qui s'appliquent au Canada. Le Pacte international des droits civils et politiques en parle, le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, bon, plusieurs recommandations, observations du Conseil économique et social, du Conseil des droits de l'homme, etc. Je vais les énumérer là, au fur et à mesure. Et il y a une absence de protection constitutionnelle explicite au Canada, mais une reconnaissance de la liberté académique à travers la jurisprudence, notamment par la Cour suprême dans l'arrêt McKinney, et une extension dans différents arrêts, Watcott, etc., de la liberté d'expression. Donc, souvent, c'est des affaires de professeurs qui ont été jusqu'en Cour suprême et qui ont qui ont engendré une jurisprudence spécifique, souvent découlant de la liberté d'expression. Les lois aussi provinciales, certaines lois provinciales au Manitoba, Saskatchewan, au Québec, la loi 32, là, récente, sur la liberté académique,
Il y a le statut de certaines universités qui ont dans leur loi constituante aussi des éléments de protection de la liberté académique. Il y a les conventions collectives, évidemment. Et au niveau primaire, secondaire, cégep, il y a aussi d'autres éléments de la loi sur l'instruction publique, le régime pédagogique, les conventions collectives. Il y a même la Charte des droits et libertés via le droit à l'éducation. Et donc, plusieurs éléments qui, finalement, dans le droit actuel, articulent étroitement la question de la liberté d'expression avec les libertés académiques, universitaires et de recherche et le droit à l'éducation. En termes de liberté académique, simplement faire un portrait assez rapide, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, cette liberté est aussi une liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, qui a été reconnue par la Cour suprême comme étant le droit de manifester ses pensées, ses opinions, ses croyances, et aussi impopulaires ou déplaisantes ou contestataires qu'elles puissent être, dans la limite de l'expression non violente, parce que c'est bien cette expression non violente qui est protégée, en fait. Et donc, il y a des devoirs et des responsabilités qui sont écrites dans le pacte international, le code criminel aussi, la jurisprudence, et qui convergent sur le caractère violent du propos doit être reconnu pour qu'il y ait une limite à la liberté d'expression. Il faut que la garantie d'égalité soit violée ou menacée, que le respect des droits et de la réputation d'autrui soit compromis, que la sécurité nationale, l'ordre public, la santé, la moralité publique soient attaqués, que la dignité des personnes soit affectée, mais aussi les effets sur le climat social doivent être réels pour être préjudiciables pour un groupe identifiable selon la jurisprudence. Donc, on parle du code criminel, tous les articles 318, 319 sur le génocide, encourager publiquement le génocide, inciter publiquement à la haine, fomenter la haine, etc. Et des différents arrêts de la jurisprudence qui ont considéré comme étant des discours haineux aux yeux d'une personne raisonnable, des discours qui sont d'une virulence telle envers un groupe qu'il est susceptible d'exposer ce groupe au rejet, à la détestation, à la marginalisation, au dénigrement, à l'aversion, et groupe qui serait perçu comme illégitime et dangereux. Donc, pour saisir l'appréhension raisonnée du préjudice, la Cour a retenu certains types de mots, de stratégies discursives qui exposent un groupe identifiable à la haine, des propos donc qui reprochent aux membres du groupe identifiable en question d'être la cause des problèmes actuels de la société, qui constitue une puissante menace, qui fait des membres qui voit dans les membres une situation illégale, qui se livre à des activités illicites, qui assimile ce groupe à des groupes qui ont l'opprobre de public en général, comme des agresseurs d'enfants, ou qui les assimilent à des animaux ou des êtres inférieurs. On voit la liberté académique et la liberté d'expression vont ensemble. D'ailleurs, il y a un rapport très étroit puisque dans l'Observation générale 34 de l'ONU, du Conseil des droits de l'homme sur la liberté d'expression, le discours qui est concerné par la liberté d'expression, c'est l'enseignement, le discours religieux, le discours politique, le commentaire, etc. Mais la liberté académique est plus restrictive en général que la liberté d'expression, puisqu'elle est soumise finalement à une éthique professionnelle. Donc, la liberté d'enseignement, de discussion, la liberté de recherche, tous les éléments qu'on retrouve habituellement, on les retrouve dans le pacte, dans la recommandation concernant la condition du personnel enseignant ou dans le pacte international aussi sur les droits civils et politiques. Donc, droit de s'exprimer, librement, droit de ne pas être soumis à la censure institutionnelle, droit de participer aux associations professionnelles. On va le retrouver aussi dans un rapport spécial sur le droit à l'éducation qui s'appelle la liberté académique, droit d'enseigner librement, de débattre, de discuter à l'intérieur et à l'extérieur des établissements académiques, de mener des recherches, de diffuser des opinions et des résultats de recherche. Il y a aussi un comité des droits économiques, sociaux et culturels dans l'observation générale numéro 13 sur la science, les droits économiques, sociaux et culturels, qui parle du droit à la science ou la liberté de recherche, du droit à la liberté de recherche,
qui protège les chercheurs contre toute influence, l'article 15.3, influence indue de leur indépendance de jugement, qui ils ont la liberté de définir les buts, les objectifs de leur recherche sans s'en faire imposer aucun contenu, sont libres de contester librement ou ouvertement la valeur éthique de certains projets, de s'en retirer ou pas, et de coopérer avec d'autres chercheurs partout dans le monde, dans tous les pays comme à l'étranger, dans leur pays comme à l'étranger. Ce pacte international aussi parle de le droit de la reconnaissance par les États de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, qui est perçu comme des droits fondamentaux aussi pour la population de façon plus générale. Donc, la liberté académique, oui, doit se faire avec rigueur et personnalisme. C'est un droit collectif, corporatif et individuel à la fois, en vertu d'une appartenance à une communauté académique. C'est un droit qui conditionne d'autres droits et libertés. Accès de la société au savoir et à la science, développement durable, progrès technologique, liberté d'opinion, d'expression, éducation, éducation inclusive et tout au long de la vie, droit à l'égalité, un agrégat de liberté d'enseigner, d'apprendre, de faire de la recherche, de publier, de critiquer. Et donc, c'est une articulation de droits, finalement, qui est accompagnée d'obligations, critères de l'expertise, conduite responsable, éthique et droits des apprenants, regard porté sur l'objet et protégé, donc rigueur scientifique obligatoire, mais quand même un regard porté sur l'objet protégé. Il y a des conventions collectives, comme je le disais, et une liberté qui ne s'étend pas à toutes les formes d'expression. Donc, le droit à l'éducation, il y a un rapport étroit entre droit à l'éducation et liberté académique. Donc, le droit à l'éducation, selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans l'observation générale numéro 13 sur le droit à l'éducation, ne peut s'exercer que s'il s'accompagne des libertés académiques, tant pour les personnes enseignantes que pour les étudiants. Donc, c'est explicite dans cette observation-là, parce que le droit à l'éducation, le droit à la liberté académique, pardon, et le droit de participer est étroitement lié au droit de participer à la vie culturelle et au droit de bénéficier du progrès scientifique. Et donc, un nouveau rapport sur le droit de participer à la science qui est sorti en 2024 par la rapporteure spéciale dans le domaine des droits culturels, Alexandra Xantaki, parle d'une reconnaissance, recommande une reconnaissance aux États de la liberté académique comme un droit autonome parce qu'il y a une articulation de différents droits et parce que des fondements spécifiques à ce droit-là. Donc, dans le droit de participer à la science, les États, le rapport recommande que les États devraient reconnaître une approche fondée sur les droits de l'homme dans tous les aspects liés à la science et considérer la science comme un bien public commun, puisque en milieu éducatif, cela suppose, et dans tous les milieux éducatifs, cela suppose le droit de chacun sans discrimination de recevoir une éducation scientifique. Des modèles scientifiques autres que les modèles dominants méritent d'être inclus dans l'enseignement, à la paragraphe 92E, et pour les pouvoirs publics, respecter, protéger et promouvoir, même à l'encontre des acteurs privés, le droit à la liberté académique et à la liberté de recherche. Donc, l'idée de ce rapport-là, qui vient rajouter finalement une dimension juridique importante, est aussi de reconnaître la participation à la science de non-scientifiques avec les scientifiques. Donc, on a tous des partenaires de recherche, mais le droit de participer à la science et la préservation de la production scientifique, de la manipulation, de la désinformation et de la mésinformation. Donc, une articulation étroite entre liberté d'expression, liberté académique et de recherche, droit à l'éducation et droit de participer à la science. Et là, j'emprunte les réflexions de mon collègue Pierre Bosset, qui est dans un projet avec la chaire, avec moi en particulier. Ces droits et libertés interreliés sont menacés. À travers la menace aussi envers les institutions du savoir et la science de façon plus générale. Donc, on le voit aujourd'hui, conflits de vérité et menaces liés, venant ou liés à l'ingérence des gouvernements, aux pressions idéologiques et autoritaires,
à la désinformation, propagation de fausses nouvelles, complotisme, négationnisme ou propagande antiscientifique via les réseaux sociaux. Et ces menaces touchent tous les ordres d'enseignement et aussi affaiblissent profondément notre démocratie. Donc, la question de la vérité, aujourd'hui, prend une gravité particulière et des conflits de vérité dans un contexte où les radicalités nihilistes communes sont communes aux indifférences et aux extrémismes, et j'emprunte cette expression-là à Laurence Cornu, car depuis surtout 2016, dans un ouvrage que Myriam Ravaud-Dallon, qui est philosophe, a écrit avec des collègues sur le contexte de post-vérité dans lequel on se retrouve aujourd'hui, depuis l'élection de Trump aux États-Unis en particulier, c'est plus révélateur que dans d'autres pays peut-être parce que c'est la puissance mondiale, une des plus grandes puissances mondiales. Donc le contexte de post-vérité, c'est en fait un contexte où la vérité factuelle pèse moins que les émotions, les croyances personnelles dans la formation de l'opinion publique et qui met en péril finalement la crédibilité du discours scientifique et rationnel dans les espaces médiatiques et dans les espaces politiques. À cet égard-là, Habermas, Jürgen Habermas, qui a développé le modèle de la sphère publique, on le sait, dans les années 80 en particulier, parle d'un tournant de la sphère publique, un espace qui, en principe, à travers les médias en particulier, devait être un espace neutre, libre, nécessaire à la délibération rationnelle, à la formation d'une opinion éclairée et qui connaîtrait une crise parce que les médias comme lieu de délibération marqués par la rationalité, mais aussi les universités, marqués par la rationalité, l'accessibilité, la transparence et la pluralité des points de vue, a fait place de façon grandissante ou plus visible aujourd'hui à l'immédiateté des opinions privées qui conduisent à une transformation des pratiques de travail autant des professions intellectuelles, autant des journalistes que des universitaires comme tels. Et donc, ça affecte la délibération rationnelle et le dialogue qui est remplacé de plus en plus par des polarisations et des polémiques fondées sur des affects plus que sur des arguments construits ou fondés sur la science. Il y a une fragmentation de l'espace public qui est morcelée en différentes communautés fermées, virtuelles, où la reconnaissance repose plus sur l'affect et l'identitaire versus l'argumentation rationnelle, où tout le monde s'improvise auteur, aujourd'hui, avec une diffusion massive d'informations sans filtre éditoriaux, ni validation scientifique ou validation experte sur les réseaux sociaux. Donc, le premier mandat de Trump, je vais essayer d'aller rapidement, mais le premier mandat de Trump marque un tournant. On a vu d'ailleurs depuis 2016, différentes instances, que ce soit des conseils scolaires, municipalités, des États, notamment des États républicains, plus de 30 États, des instances fédérales qui ont été mises en visibilité par un projet qui s'appelle le CRT Forward Tracking Project de l'Université de Californie à Los Angeles. La faculté de droit a mis sur pied une sorte de cartographie qui a recensé 861 projets de loi, résolutions ou réglementations déposées ou adoptées par les différentes instances que j'ai nommées, surtout depuis 2016. Ça vise, ces différents projets, à interdire soit des politiques, soit l'enseignement de contenu, de théorie sur les questions raciales et de genre dans les écoles, les universités, dans la formation sur la diversité, dans la fonction publique, dans les entreprises. Et depuis le retour de Trump en janvier 2025, le VD Democracy Report, qui est un système avec plusieurs indicateurs là, qui essaie de voir s'il y a une montée de l'autoritarisme dans la plupart des pays du monde, il parle d'une attaque totale donc envers les institutions aux États-Unis, d'un programme autocratique très très net et très spécifique. Ces indicateurs-là, c'est est-ce qu'il y a des élections libres, bon, est-ce qu'il y a une presse libre, etc., etc. Donc, c'est un index très, très connu en études de la démocratie. Donc, les mesures et attaques sont systémiques aux États-Unis. Elles s'organisent sur plusieurs fronts. D'abord, en termes de politisation de la liberté académique et de la liberté d'expression sur les campus. On sait que en janvier 2025, lorsqu'il a été élu, quelques jours après, il y a des mesures supplémentaires, un décret
avec des mesures supplémentaires pour lutter contre l'antisémitisme. Donc, Trump a adopté un ensemble de décrets, comme on sait, et notamment un task force qui a été mis sur pied pour combattre l'antisémitisme, qui a identifié 10 universités où il y aurait eu des incidents antisémites présumés. Et donc, ces universités sont devenues sous enquête avec risque de sanctions, notamment économiques, comme on va le voir, et qui a amené une liste noire des professeurs ciblés par la pseudo-enquête, donc un nouveau macartisme, qui a conduit à des campagnes de diffamation, soit en ligne, soit par des élus. On l'a vu, par exemple, en septembre récemment, l'Université de Californie à Berkeley a remis une liste au gouvernement, probablement sous pression, de 160 noms d'enseignants, de membres du personnel et d'étudiants, dont Judith Butler, qui est très connue, on le sait, qui est une philosophe qui enseigne depuis 30 ans à Berkeley et qui a même écrit une lettre par la suite en disant qu'elle se sentait comme le personnage du procès de Kafka, qui ne sait pas de quoi il est accusé finalement, mais qui reçoit à un moment donné une accusation et qui est traîné devant la justice. Donc, elle ne sait pas ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit. Judith Butler est d'origine juive et donc elle aurait fait preuve d'antisémitisme selon la liste. Mark Bree, qui est à l'université Rutgers au New Jersey, a été associé à un groupe qui s'appelle Antifa, mais qui a été désigné comme une organisation terroriste par le gouvernement, alors que c'est une espèce de nébuleuse d'extrême gauche. A été ciblé par une pétition lancée par l'antenne de Turning Point aux États-Unis dans l'université où il enseigne. Antenne Turning Point USA qui est fondée par Charlie Kirk, celui qui a été assassiné récemment. Et donc, il a ensuite été menacé dans sa sécurité. Il s'est exilé, Mark Bree, en Europe récemment. Donc, surveillance accrue des étudiants étrangers, du personnel étranger par un nouveau décret qui parlait de Alien Students dans des contextes de manifestation. Politisation et demande de conformité idéologique, deuxièmement, à travers les contenus éducatifs controversés, contestés, même interdits. On a la fameuse liste de mots qu'on a vu apparaître, genre, colonialisme, etc., qui sont des mots interdits. Et donc, Trump a demandé à la National Science Foundation de ne plus financer les recherches portant sur le racisme, le genre, etc., les changements climatiques, la désinformation et même... Et donc, les agences de financement scrutent ou bloquent des propositions contenant certains mots-clés, woman, par exemple, ou liés au gender ideology ou à l'équité, diversité, inclusion. Et ce contrôle fait en sorte que certains projets sont évalués non pas sur leur mérite scientifique, mais selon leur conformité à la ligne politique et idéologique. Ensuite, coupe de financements fédéraux ou menaces en ce sens s'il n'y a pas de conformité idéologique, donc un lien très étroit entre financement et conformité idéologique. Réduction massive des financements des instituts de santé aux États-Unis. Décret qui exige que les agences fédérales éliminent tous les bureaux, programmes, subventions liés à la diversité, l'équité, l'inclusion, la discrimination. Par exemple, on le sait, le département fédéral de l'éducation qui veille à l'application des lois sur les droits civils et la lutte contre les discriminations dans l'ensemble des écoles et des districts scolaires a été aboli. Et donc, la base de données gigantesque que contenait le Bureau des droits civils de ce département-là risque de ne plus exister avec des indicateurs incroyables qui permettent de voir finalement les inégalités scolaires en fonction des origines, de la pauvreté, etc., etc. Coupe du budget et du gel des programmes interdisciplinaires liés au genre, mais pour la National Endowment for the Humanities, qui subventionne autant les musées, les sites historiques, les bibliothèques, les réalisateurs de documentaires, qui avaient des programmes en sciences humaines et sociales ou des programmes qui étaient liés à ces thématiques de la diversité. Financement fédéral supprimé aux universités qui refusent de respecter la liste de mots prescrits. Donc, la tactique est toujours la même. Il lance des enquêtes sur ces universités ou sur des personnes. Il va bloquer des fonds publics, le gouvernement, là, je parle du gouvernement, bloquer des fonds fédéraux, puis après extorquer des concessions sous la menace. On le voit aussi avec les tarifs, c'est un peu la même stratégie. Et donc, Columbia
va être accusé en mars 2025 de tolérer l'antisémitisme, donc va être menacé de suspendre des fonds parce qu'elle n'a pas agi sur l'antisémitisme. Harvard, la même chose, plusieurs contrats et subventions de milliards de dollars pour vérifier s'il respecte les conditions imposées sur la diversité et l'antisémitisme. Harvard va recevoir en avril une lettre du gouvernement qui exige des réformes, gouvernance, embauche, admission des étudiants étrangers qui sont coupés, suppression de programmes, etc. Et donc, Harvard a refusé, comme on dit, comme on le sait, pardon, car ça viole visiblement la liberté académique, la Constitution, la liberté d'expression, etc. Et va poursuivre l'administration Trump devant les tribunaux, alors que Columbia a accepté de payer une amende de 221 millions de dollars et sous certaines conditions qui lui conservent une certaine autonomie en termes de gouvernance, mais certains changements de programme ont été effectués sous la pression. Fin septembre, il y a un pacte qui a été proposé à 9 universités qui lie directement l'accès aux financements fédéraux à des conditions, enlever les politiques d'équité, diversité, inclusion pour l'embauche, la recherche et l'enseignement, tout ça au nom de la méritocratie, limiter les inscriptions d'étudiants internationaux, neutralité idéologique, adhérer aux définitions de genre de Trump, donc juste des femmes et des hommes, interdire les programmes EDI, genre, etc. Et donc, surveiller les départements où l'on traite de questions considérées comme politiquement sensibles. Évidemment, le MIT a refusé en octobre, on l'a vu récemment. Et donc, ces menaces, ce pacte menace directement l'indépendance universitaire, impose une ligne idéologique, autant l'autonomie universitaire que le libre arbitre universitaire des chercheurs, sur des questions controversées, viole les lois fédérales et étatiques, porte atteinte aux droits constitutionnels, aux missions même des universités, produire, diffuser, critiquer les savoirs, etc. Et ensuite, il y a eu des nominations politiques discrétionnaires et des effets structurels et systémiques importants parce que non seulement il y a des gouverneurs républicains nommés par Trump qui ont remplacé plein de gens sur des conseils universitaires, qui ont imposé des curriculums patriotiques, etc. Et à la direction de la commission d'accréditation de la qualité de l'éducation, les gens ont été remplacés sous prétexte que les universités sont de la gauche radicale, qui aurait permis aux universités d'être dominées par des maniaques, des marxistes et des fous. Donc, c'est une citation qui a été répétée dans plusieurs journaux dans Le Monde, etc. Et donc, effet systémique sur la recherche, emploi, administration, maintien des laboratoires, impact sur aussi les bases de données qui ont été coupées, sur les publications en ligne, etc. Donc, impact sur le Canada en particulier, puisque non seulement il y a une augmentation des candidatures d'étudiants américains dans plusieurs universités, jusqu'à 27% dans les programmes de deuxième cycle à UBC en particulier, mais il y a aussi de l'accueil des chercheurs américains par la création de fonds, etc., qui viennent massivement, notamment à Toronto, et une pression surtout sur le Canada pour renforcer ses propres capacités de recherche, parce que beaucoup de travaux reposent sur des données, des publications, des infrastructures, des bases de données, des revues, des archives américaines ou qui sont en partenariat avec les États-Unis et qui sont influencées par les politiques actuelles du gouvernement, que ce soit les coupes dans les instituts de santé, par exemple, le PubMed qui donnait accès à un ensemble, à l'ensemble des savoirs en santé et en médecine. Et donc, ce vide créé par les données va fragiliser peut-être la surveillance aussi de maladies, de pandémies, etc. Donc, ça affecte les collaborations, les partenariats de recherche, les droits et libertés, évidemment, comme je l'ai vu, mais aussi certains droits et libertés au Canada, puisque le Canada collabore aux dépens de ces informations-là, les bourses, les subventions et le climat de recherche académique, puisque il y a une inquiétude quant à la protection des données, même quand on traverse la frontière, les fouilles d'appareils électroniques, la sécurité lors des passages, la peur d'aborder des sujets controversés
crainte d'être identifié ou attaqué publiquement ou politiquement, de perdre des financements, des opportunités de recherche. Et tout ça nuit finalement à la richesse du débat public, à la formation des enseignants, à la relève, à la capacité des sciences, et notamment des sciences sociales, à critiquer la société. Au Canada, on n'a pas, je veux dire, on n'a pas un effet systémique aussi important. On a des impacts des décisions américaines, mais on n'est pas non plus immunisé contre les tendances autoritaires, même si, heureusement, on n'a pas un gouvernement autoritaire en puissance qui a été élu. Mais on a des trucs isolés, des menaces anecdotiques, parfois judiciarisées, mais souvent médiatisées. Le mot en haine, qui était au Canada, en Ontario, mais qui a eu des impacts, qui a été très, le plus couvert d'ailleurs au Québec. On a fait des analyses de presse avec la chaire et pour voir quelles étaient les affaires les plus couvertes et comment elles étaient couvertes. Et donc, on a encore aussi, on a beaucoup un climat avec des acteurs politiques ou médiatiques, souvent d'inspiration trumpiste dans le reste du Canada, mais aussi au Québec, avec des tribunes populistes ou conservatrices, qui importent des discours contre les programmes woke dans les universités, contre les inégalités sociales, le racisme, et créent un climat finalement de méfiance au Québec et en Alberta en particulier, Québec, où depuis 20 ans, il y a des attaques et un discrédit dans certaines chroniques des médias mainstream et sur les réseaux sociaux envers les profs, les enseignants diversitaires, multiculturalistes, enfin dépeints comme tels. On ne sait pas trop des fois ce que ça veut dire, mais bon, c'est là, dans le discours populaire et le discours populiste plutôt. Le refus du premier ministre Legault de reconnaître que le racisme peut être systémique, il y a toute une littérature scientifique sur le sujet, mais il y a aussi surtout une jurisprudence canadienne sur le racisme qui peut être systémique ou la discrimination en vertu de la couleur, de la race, des origines, du genre aussi. Donc c'est un peu l'équivalent. Je ne vais pas rentrer dans les définitions, on pourrait en discuter si vous voulez par la suite sur la question du racisme systémique. Donc, aussi une réduction du nombre d'étudiants étrangers dans les universités, la demande qui est vue comme une ingérence finalement sur la gouvernance universitaire, les demandes de faire appel à la police pour cesser les campements sur les campus et évidemment les fameuses interventions de l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, qui a voulu aller fouiller dans les contenus de cours de cégep sur la littérature palestinienne, qui a fait enquête sur des plaintes inexistantes d'étudiants dans 2 cégeps anglophones, qui a bloqué la nomination d'une professeure sur le CA de son établissement, l'affaire Denise Ely, qui a été... donc tout ça qui a été vu comme des tentatives de définir ce qui est acceptable académiquement selon une ligne politico-idéologique. Beaucoup d'inquiétudes, hein, on l'a vu, la FQPPU, la Fédération québécoise des profs d'université, mais aussi la CSQ, la FEC, le syndicat des enseignants des milieux collégiaux a demandé que les dispositions de la loi sur la liberté académique soient étendues au cégep pour ces raisons-là. Et beaucoup d'un climat autour de l'immigration, construction de l'entrisme religieux, l'école Bedford, de la nouvelle constitution qui va empêcher les organismes, la proposition de constitution de la CAQ qui va empêcher les organismes d'utiliser des fonds publics pour se défendre devant les tribunaux, ce qui pourrait empêcher les cégeps et les universités de se défendre lorsqu'il y a, par exemple, une intrusion ou des ingérences politiques ou des attaques à la gouvernance et à l'autonomie universitaire. Mots en haine, par exemple, bon, etc. Donc, plus rapidement, il y a d'autres phénomènes aussi, qui est comme la désinformation, la mésinformation sur les réseaux sociaux, considérés d'ailleurs comme les plus grands risques pour l'humanité selon le Forum économique mondial, qui menacent finalement la légitimité des démocraties et en particulier des institutions du savoir. Les menaces envers les médias aussi, la compréhension commune des faits, la coopération de certains droits. Donc, c'est des menaces évolutives qui touchent plusieurs secteurs. Université, Parlement, fonction publique, qui peut miner évidemment les gouvernements, entraîner des troubles sociaux, des crimes haineux, l'affrontement civil, terrorisme. Et selon les fact-checkers de plusieurs journaux, notamment aux États-Unis, le Washington Post, qui fait un travail remarquable, qui a calculé que Trump a fait plus de 30 000 fausses déclarations à son premier mandat, 30 500,
mais que plusieurs sondages indiquent toujours que plus de 70% de ces électeurs le croient toujours honnête. La désinformation sur Internet, les fake news, sont relayées par des communautés virtuelles, amplifiées par les algorithmes qui créent des chambres d'écho. Donc, l'IA contribue aussi à induire de la mésinformation ou de la désinformation, puisque ça se multiplie et ça se promène généralement plus vite que l'information fiable. Je vais un peu vite là, en disant ça, mais on sait que les informations plus spectaculaires, transformés par l'IA, etc., vont circuler à une rapidité, ça c'est documenté, à une rapidité phénoménale sur le web. Et donc, on se retrouve dans un marché, pour reprendre les termes de Gérald Bronner, un marché cognitif complètement dérégulé, qui a des conséquences sur la perception de la réalité, la confiance envers les institutions. Les informations séduisantes vont capter l'attention davantage, générer de l'engagement, et donc une rumeur peut se circuler beaucoup plus rapidement sur le web. Certains biais cognitifs aussi, des biais cognitifs qui encouragent la crédulité, qui vont rendre plus vulnérables face à la désinformation, le biais de confirmation, le biais d'intentionnalité, le biais de proportionnalité, qui fait en sorte que ça peut accentuer les algorithmes qui vont multiplier davantage ou renforcer ces biais-là via les réseaux sociaux. Par ailleurs, il y a des techniques de manipulation en ligne, hein, les tactiques d'inondation pour déformer les discours adverses, le flot d'informations, utiliser les technologies pour fabriquer des faux messages, les armées de trolls pour cibler des personnes ou marginaliser leurs paroles, pour discréditer par exemple des journalistes d'enquête ou des auteurs ou des chercheurs, par exemple. Il y a une censure inversée, on va noyer les propos de l'adversaire dans des informations périphériques, souvent inventées. Donc, les réseaux sociaux sont conçus pour maximiser une attention commerciale, mais sont peu responsabilisés pour l'impact finalement de leurs algorithmes. Ça, on le sait. Il y a beaucoup de théories du complot qui naissent qui font partie de la désinformation, ces fameux contre-récits d'une vraie réalité qui serait jugée une réalité de façade, alors que les complotistes croient qu'ils ont raison, qu'ils ont découvert des complots derrière des décisions des gouvernementales. Donc la théorie du grand remplacement, par exemple, les mouvements anti-sciences, les climato-sceptiques, les anti-vaccins, les négationnistes qui ont proliféré pendant la pandémie en particulier, qui remettent en cause les discours institutionnels par l'argument de la dissidence. Donc, la défiance envers les institutions, envers les experts, repose sur l'idée que ce serait une élite qui cache la vérité, qui agirait en secret contre le peuple pour qu'il soit informé. Et donc, c'est des discours alternatifs qui sont massivement relayés sur les médias sociaux, qui oppose le peuple à une élite, qui croit que c'est une nuisance volontaire, qui explique un grand nombre d'événements, et ça manifeste souvent la déception ou la défiance envers nos institutions démocratiques qui respecteraient pas les normes, etc., etc. Donc, les croyances complotistes s'opposent aux explications soit officielles, soit scientifiques, sous des mécanismes, avec des mécanismes de biais, etc. Et ils ont un caractère souvent machiavélique qui crée une sorte de prosélytisme, etc. Souvent, le populisme et le complotisme s'alimentent mutuellement. Donc, le populisme alimente le complotisme. Ils ont des principes communs, une rhétorique fondée sur la peur de disparaître, le déclassement social de son groupe, la conviction que l'identité traditionnelle est menacée, le système politique est inefficace. Cette peur touche souvent ceux qui sont en situation de chute sociale ou se sentent impuissants. Et donc, il y a toute une grammaire de la stigmatisation, pour reprendre l'expression de Laurence Kaufmann, d'opposition entre le nous, le eux, les élites corrompues, etc., avec une mythification du passé. Et donc, ces transformations-là ces peurs-là se transforment en mythes, finalement, dans les théories du complot. Donc, lorsque les citoyens ne croient plus aux institutions officielles, évidemment, la cohésion sociale est menacée, les décisions collectives deviennent difficiles, la défiance favorise aussi la dissolution des repères narratifs, épistémiques,
qui sont partagées, ça brouille les rapports entre les faits, les données scientifiques, les émotions, les opinions. La voix des experts, des profanes sont amalgamées aux opinions, la science est attaquée, etc. Même, on voit aussi ce phénomène-là dans les médias traditionnels, mais beaucoup moins. Il y a une frontière entre discours experts et profanes qui, par la multiplication des chroniques d'opinion, c'est un peu comme atténué finalement. Il y a une déférence épistémique, c'est-à-dire une confiance encore aux journalistes professionnels, mais qui est beaucoup critiquée et qui a fait une place de plus en plus grande au discours d'opinion. On le voit beaucoup dans certains journaux en particulier, et certains chroniqueurs donc vont utiliser des cadrages disqualifiants, victimaires, etc., qui empêchent beaucoup le dialogue et la délibération publique. Ça affecte évidemment la confiance dans les nouvelles et la cyberintimidation. La confiance, selon le Digital News Report de 2024, la confiance envers les nouvelles régresse partout dans le monde, y compris au Canada, où seulement 39% des gens ont confiance aux médias traditionnels. La capacité de distinguer le vrai du faux en ligne préoccupe près de 70% des Canadiens, en particulier 67%. Et la désinformation entraîne souvent de la cyberintimidation qui touche de plus en plus les enseignants. On a vu, par exemple, cyberintimidation envers Samuel Paty, qui a été assassiné en France, cyberintimidation aussi envers lieutenant Duval autour du mot en haine, et qui touche de plus en plus d'enseignants, mais sur des idées fausses, finalement, ou sur de la désinformation, et des cas de violence contre des enseignants via l'Internet, menaces, etc., qui sont largement, qui se multiplient. On le voit de plus en plus dans les études scientifiques à cet égard-là. Des partages non consensuels, d'informations, etc. Chez les jeunes, et de là l'importance de la formation aussi des enseignants, les jeunes de 16 à 24 ans, selon Statistique Canada, 62% utilisent des réseaux sociaux et plus de 80% des 12 ans et plus ont un compte sur un réseau social. Ils s'informent, selon le Centre d'études des médias, majoritairement sur les réseaux sociaux. Il y a des liens, selon certaines études, entre l'utilisation importante des médias sociaux et les croyances aux théories du complot qui peuvent affecter les adolescents surtout. Les études sur les groupes les plus à risque sont parfois mitigées parce qu'il y a beaucoup dans Sciences Presse, par exemple, il y a beaucoup de groupes qui sont affectés, groupes d'âge différents qui sont affectés, mais les adolescents serait plus... Le facteur qui fait la différence, finalement, c'est le fait de s'informer prioritairement par les médias sociaux qui accentue le risque, notamment pour les jeunes, qui en fait des proies plus faciles, selon Séraphin Alava, notamment, et ses collègues. Une enquête américaine du Center for Country Digital Aid a montré que les adolescents de 13 à 17 ans et de 1000 adolescents de 17 ans et 1000 adultes, 1110 adultes en tout cas, ont utilisé des énoncés complotistes. 1010 adultes et 1010 adolescents ont utilisé des énoncés. Ils ont essayé de mesurer les écarts entre les groupes d'âge autour d'énoncés complotistes. Et 60% des adolescents se sont dit d'accord avec au moins 4 des énoncés soumis, contre 49% des adultes. Et la proportion grimpe à 69% chez les jeunes qui disent passer au moins 4 heures par jour sur les médias sociaux. Les énoncés, par exemple, c'est les 4 énoncés, c'est les dangers du vaccin. Des vaccins sont cachés par l'establishment médical. Il existe un deep state au sein du gouvernement qui opère en secret. Les migrations de masse dans le monde occidental sont une politique délibérée de multiculturalisme et font partie d'un plan pour remplacer les Blancs. Et les Juifs ont un contrôle disproportionné sur les médias, la politique et l'économie. Donc, c'était ces 4 énoncés qui étaient les plus appuyés, si on veut, par les jeunes. Donc, la même chose a été reproduite dans un sondage léger en septembre 2023 au Québec auprès de 1000 répondants. Et toutes les tranches d'âge et les 2 tiers des répondants adhéraient au moins à un des énoncés complotistes soumis. Et les 18-34 ans en particulier, à 28%, croyaient que les technologies permettaient le contrôle de la pensée par des gens à leur insu, contrairement aux personnes plus adultes. 26% des jeunes disaient que le 11 septembre avait été planifié par d'autres groupes que les terroristes islamites, contre 13% chez les 55 ans et plus. Et 20% des jeunes
croit que le féminisme est une stratégie pour permettre aux femmes de contrôler la société contre 10% des 55 ans et plus. Donc, confiance limitée des jeunes envers les médias traditionnels aussi. 59% croient que ces médias manipulent l'information contre 36% des 55 ans et plus. Le rôle de l'éducation, donc, est important. Les menaces suscitent des craintes chez les enseignants en particulier. Et les chercheurs, là, je parle des enseignants ou des milieux éducatifs, crainte que la politique influence ce qui est considéré comme acceptable de rechercher ou d'enseigner, l'autocensure des professeurs étudiants par peur de représailles ou de critiques politiques ou des étudiants ou bon des administrations. Les cégeps restent vulnérables aussi car ils ne sont pas couverts par la loi et la politique, la difficulté d'appliquer pleinement les lois qui protègent la liberté académique est quand même, on le voit, assez importante. Donc, les enseignants rencontrent aussi dans leur classe des attitudes de déni face à des constats scientifiques ou des faits avérés, vérifiables. Ils sont confrontés à des contre-vérités, des fake news, des discours extrêmes qui entrent souvent en conflit avec les contenus des cours. Ils sont confrontés à des situations de cyber-intimidation, à des discours haineux, aux violations des droits, à la dignité, etc. Donc, l'école a besoin de références à des vérités parce que l'école, c'est là où on aborde aussi l'épistémologie des sciences, hein, la nature de la preuve, les conditions de la croyance, les rapports entre science et croyance, comment on vérifie des savoirs fiables et toutes les controverses qu'elle suscite. C'est aussi à l'école qu'on apprend que les sociétés démocratiques, les repères du réel, de l'imaginaire, du vrai, du faux, etc., du juste, de l'injuste, sont l'objet de délibérations collectives par la démocratie et ne dépendent plus des garants métasociaux comme Dieu, bon, etc. C'est là où on apprend aussi que les démocraties reposent sur des images, des récits partagés qui produisent des communautés imaginées, pour reprendre l'expression du livre d'Anderson, c'est-à-dire des nations qui se construisent par des récits principalement. Et c'est aussi à l'école que on lit l'actualité, on comprend le rôle des médias, on identifie des informations justes ou injustes ou non fondées. Les personnes, les groupes, les mécanismes qui s'attachent à désinformer ou à discréditer. Donc, c'est le lieu par excellence pour apprendre, évidemment, à identifier, mais aussi à contrer ces phénomènes pour développer, donc, un rapport à la citoyenneté, un rapport aux droits. Le rôle central, donc, de l'éducation aux médias est étroitement lié à l'éducation à la citoyenneté et aux droits. Ça peut influencer la manière dont les jeunes perçoivent l'actualité, font confiance aux médias, à la science, mais aussi au système de justice. Former les enseignants, donc, c'est plus ou moins un moyen d'assurer la survie de la démocratie pour transmettre et former des citoyens qui vont être capables finalement de contrer ces phénomènes. Les cours de sociologie que moi je donne particulièrement en formation des enseignants contribuent d'abord pour comprendre les processus sociaux et juridiques, éduquer sur les droits, sur les institutions et sur les médias, expérimenter et appliquer, donc éduquer par les médias, par les droits et par la démocratie, et maîtriser et défendre les droits et éduquer pour défendre les droits, la science et la démocratie dans la société démocratique. Donc, comprendre ces enjeux d'un point de vue sociologique et politique, c'est important parce qu'une recherche qu'on a faite avec Julie Larochelle Audet au début des années 2013 et Corinna Boréanadon, il existe un seul cours de sociologie dans les programmes, dans plusieurs des programmes en enseignement de différents ordres, au primaire, au secondaire, surtout au secondaire. Dans certains programmes, c'est des cours souvent de sociologie générale de l'éducation et parfois il y a un cours sur la diversité, mais c'est pas dans toutes les universités et c'est pas dans tous les programmes qu'il y a plusieurs cours. Donc, développer les capacités des enseignants à apprendre aux élèves à décrypter la société par des éducations à la science, aux médias, à la citoyenneté devient important parce que pas seulement les enseignants de culture et citoyenneté québécoise, de nouveaux programmes, mais beaucoup d'enseignants vont utiliser des contenus d'actualité pour faire des travaux avec les élèves. Donc, l'accent sur le développement de l'esprit critique face aux procédés des médias ou les attaques envers la science, la démocratie et les droits
c'est une compétence essentielle et citoyenne la plus importante du 21e siècle pour combattre notamment la désinformation, la propagande antiscientifique, le complotisme, mais aussi l'autoritarisme. Évidemment, il y a des liens avec les programmes scolaires. Il y a des gens qui sont plus formés à donner les cours culture et citoyenneté québécoises qui offrent des opportunités d'apprentissage pour aborder ces enjeux de désinformation, etc. Pour développer l'esprit critique des élèves, développer la réflexion éthique aussi, et deux disciplines sont fondamentales dans le programme scolaire de CCQ, c'est la philosophie et la sociologie. Et donc la sociologie, pour faire des liens, pour critiquer, valider, investiguer les situations sociales ou les problèmes de société, pour comprendre le monde, pour développer justement un rapport critique à l'information, puis élaborer des raisonnements, devient fondamental. Et donc, l'esprit critique, c'est la disposition à n'admettre une affirmation qu'après validation rationnelle. Donc, ça implique un état d'esprit, des pratiques, évaluer l'information, chercher des sources, distinguer les faits, les interprétations et des connaissances. Donc, on développe. Moi, je travaille beaucoup sur ces dimensions-là en formation des maîtres, donc développement de l'esprit critique pour les maîtres, pour les enseignants eux-mêmes, mais aussi pour le développer chez leurs élèves, et une littératie médiatique plus importante. J'ai été très étonnée de voir que plusieurs étudiants en éducation ne lisaient pas la presse, le devoir, etc., les médias traditionnels, encore aujourd'hui. Donc, l'éducation aux médias, à l'information, doit amener une lecture critique des médias, donc comprendre aussi les techniques et les impacts des productions médiatiques. Ça existe déjà, mais pas nécessairement, c'est pas tous les enseignants qui sont sensibilisés à cette dimension-là ou ces matières. Et donc, qui travaillent, par exemple, sur la reconnaissance d'une information fiable, comment utiliser les décrypteurs, les sciences presse, les fact-checkers des journaux, par exemple, pour lutter contre la désinformation, les biais, ou rendre les élèves moins susceptibles d'accepter toutes sortes d'affirmations qui sont pas fondées sur de la pseudo-science, par exemple, etc. Donc, quelques contenus, savoir distinguer ce que font les médias traditionnels versus les réseaux sociaux, comment ils fonctionnent, comment il y a des codes d'éthique d'un côté, mais il n'y a pas de code d'éthique de l'autre, il n'y a pas de cadre qui impose des obligations strictes aux réseaux sociaux et que tout le monde s'improvise auteur, comme je le disais. Donc, la différence entre journalisme professionnel, mais aussi discours d'opinion. Beaucoup de chroniqueurs ne sont pas des journalistes professionnels, donc distinguer ce qui est du journalisme professionnel et de l'opinion, des modes de régulation, etc. Analyser, comprendre l'agenda setting, comment ça fonctionne, la mise en marché de l'information, les cadrages, le marché en ligne, la publicité, le fonctionnement technique des algorithmes, comment l'IA fonctionne pour transformer les images. Et là, il y a plein d'exemples possibles. Par exemple, des fausses images que Trump a diffusées lors de son premier mandat sur les foules qui étaient présentes à ses discours, etc. Donc, il y a plusieurs activités là, qui reposent sur des images, par exemple, ou des articles de presse. Donc, évaluer la valeur des informations selon leur production, analyser les différents points de vue, les rapports de pouvoir, comment ceux qui parlent ou ceux qui ne parlent pas, quel est le statut des personnes dans la société, quels sont les cadrages, comment on crée des angles d'interprétation dans des journaux par rapport à d'autres, ou des angles d'interprétation même sur les réseaux sociaux par rapport à d'autres. Est-ce que c'est fondé sur des faits, etc.? Est-ce qu'il y a une rhétorique raciste, sexiste, populiste ou complotiste? Comment reconnaître cette rhétorique-là à travers différents mécanismes? Distinguer la rumeur des théories du complot et de la propagande, donc avoir des éléments de base autour de ces connaissances, comprendre comment les images peuvent être falsifiées, analyser la propagation sur les médias sociaux d'acteurs inauthentiques, quel est le rôle des trolls, des hackers, des différents types de personnages finalement qui vont manipuler l'information ou amplifier les algorithmes parce qu'ils multiplient de façon indirecte finalement les informations volontairement. Reconnaître les faux comptes, l'inondation, l'occultation, comprendre la cyber-intimidation, les menaces que ça crée envers les droits de la personne et la santé psychologique des gens.
Il y a des jeunes qui se sont suicidés parce ils ont été victimes de cyber-intimidation, des professeurs assassinés, etc. Et connaître les limites à la liberté d'expression, le discours haineux et diffamatoire, qu'est-ce que c'est? Donc, comment amener les élèves en formation des maîtres, justement, quelles sont les stratégies pédagogiques pour le développement d'un esprit critique qui articule à la fois éducation aux médias, éducation à la citoyenneté, éducation au droit, comment amener les élèves à analyser les sources, à remettre en question les biais qu'ils peuvent avoir, à encourager l'usage d'une diversité de sources ou la multiperspectivité aussi, c'est-à-dire comment différents points de vue peuvent coexister et qu'est-ce qu'ils apportent à l'argumentation dans l'espace public, utiliser les débats contradictoires ou la controverse, comment impliquer la controverse implique un consensus sur des principes et permet des divergences sur les limites à ne pas atteindre. Donc, analyser des images, discuter des fausses nouvelles, utiliser des sources de vérification, par exemple, comme je le disais, les détecteurs de rumeurs, Science Presse, des Habilo Médias, l'Observatoire des médias sociaux, Fact-Checkers, etc. Et créer des projets collaboratifs en ligne aussi avec les élèves pour pratiquer une liberté d'expression respectueuse, pour apprendre à dénoncer les contenus qui briment les droits, et aussi cartographier différentes controverses pour analyser les termes utilisés, les cadrages, etc., etc. Euh, Objectif de tout ça, c'est favoriser le jugement critique, comprendre etc., choisir des polémiques ou des événements qui sont liés aux menaces envers les droits, la science, les savoirs, la liberté d'expression, la diversité. Donc, je fais travailler mes étudiants d'abord sur un corpus d'articles qu'ils doivent sélectionner pour identifier les sources, la temporalité des articles ou des posts là, sur les réseaux sociaux, distinguer les articles journalistiques d'opinion, présenter les faits chronologiquement des situations qui sont traitées, analyser l'agenda setting des médias, c'est-à-dire la mise à la une, qu'est-ce qui est discuté, pourquoi je considère important, et les différents cadrages, les mots employés, la place qu'on leur donne, les priorités, donner à une information par rapport à d'autres, les voix qu'on entend, les voix qu'on n'entend pas, les images utilisées, les positions des acteurs, les arguments, la rhétorique, etc., et identifier les grandes tendances. Et ensuite, à partir de cette analyse de presse des événements et des cadrages, élaborer une activité ou un projet pédagogique d'éducation aux médias, à la citoyenneté et aux droits, basé sur les polémiques qui ont été analysées. Donc, quels sont les objectifs pédagogiques, le contexte de réalisation, les compétences visées, le déroulement des activités, le matériel utilisé, les documents d'accompagnement. Et, par exemple, j'ai eu des exemples de projets dans le passé, utilisation de vérificateurs de faits, les jeux de rôle, des travaux coopératifs, des pages web, la production vidéo, des analyses de films ou d'analyses de textes. Et donc, les projets sont présentés, discutés en classe à la fin de la session et peuvent être soumis à un concours étudiant qu'on a mis sur pied avec l'Observatoire sur la formation à la diversité et l'équité il y a plus de 10 ans maintenant, une douzaine d'années, sur les projets pédagogiques liés à la diversité. Donc, dans ce contexte, conclusion, de post-vérité, il demeure urgent pour les enseignants, de tous les niveaux, de tous les ordres d'enseignement, de réinscrire le savoir dans un horizon démocratique et collectif et de réhabiliter une culture du débat qui va être fondée sur l'examen des faits, sur la rigueur intellectuelle, restaurer la confiance dans les savoirs aussi, autant le savoir médiatique, mais le savoir scientifique, les savoirs scientifiques en particulier, en réaffirmant les normes de scientificité, en renforçant l'éducation à l'esprit critique et aux médias, comme on l'a vu, et en repensant les formes de vulgarisation des savoirs. Donc, il faut sensibiliser le personnel, les étudiants sur le climat international, sur les risques de censure, d'autocensure, tout en favorisant le débat académique ou pédagogique ouvert, des débats dans la classe, je veux dire. Donc, renforcer la liberté académique, c'est un truc. Développer des politiques robustes aussi pour les médias sociaux, c'est un truc pour les gouvernements, mais pour les éducateurs, la manipulation de l'information, les communautés virtuelles, etc., le renforcement de l'esprit critique est très important et ces éducations à la science, aux médias, à la citoyenneté et aux droits qui sont interreliés
sont transdisciplinaires, visent à encapaciter, pour reprendre le terme de capacité, les enseignants Amartya Sen et Martha Nussbaum, en capacité ou rendre capables les élèves en leur donnant des pouvoirs de réflexion et d'action sur leur propre vie comme citoyens, sur leur milieu, leur société dans laquelle ils vivent aussi, leur classe, etc. Et ça vise à mieux comprendre les manipulations, la capacité à débattre et à défendre des arguments qui se veulent fondés, défendre la science face au complotisme, etc., renforcer les capacités à résister aux tendances autoritaires et à la désinformation avec des éléments en comportant des éléments de base ou en abordant plutôt des éléments de base sur les atteintes profondes à la démocratie et comment ça peut être insidieux finalement la montée de l'autoritarisme dans plusieurs pays et donc comment les citoyens, les futurs citoyens doivent empêcher les gouvernements, les lois ou les médias de devenir des armes aux mains d'idéologues et de personnalités autoritaires. Merci.